Alors que je perdais conscience, j'entendais cette voix robotique. Mort du joueur, quête échouée. Nous suivons Kim Ki-bong, un étudiant de 19 ans qui travaille comme caissier dans un supermarché, un travail qu'il trouve ennuyeux. Il reçoit un message de sa mère, qui veut manger du poulet avec son fils. Soudain, une explosion retentit. Il court vers la sortie pour découvrir la cause du bruit. Des monstres géants ont envahi les lieux. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Lorsqu'il entend un bruit derrière lui et tourne la tête, il constate qu'un monstre le regarde. Il n'hésite pas une seconde et commence à courir de toutes ses forces, mais il tombe soudainement. Ses jambes sont loin de lui. Le monstre les a coupées avec ses tentacules. Lorsqu'il perdait conscience, il entendait une voix. Système d'information, activation du programme d'éveil de l'humanité, initialisation du test d'éveil. Son corps se reconstitue et se téléporte dans un endroit appelé la zone d'éveil. Le système lui souhaite la bienvenue. Bonjour joueur, bienvenue dans la zone d'éveil. Initialisation du test d'éveil. Un monstre apparaît alors, et le système lui dit « Attaquez le monstre test. En cas d'attaque réussie, avec ou sans dégâts, le monstre sera automatiquement détruit. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment un humain peut-il battre un monstre pareil? Le monstre rugit, l'attaque et l'écrase d'un coup de patte. Le système annonce « Échec du test d'éveil, réinitialisation du corps du joueur ». Le joueur réapparaît, voit son cadavre juste à côté de lui. Ne pouvant supporter cela, il vomit. Mais avant qu'il puisse se remettre, le monstre l'attaque à nouveau. Il essaie de courir, mais le monstre est trop rapide et lui coupe la tête. Le système déclare « Échec de la quête, réinitialisation du corps du joueur ». Mais comment tuer un monstre pareil? Le système répond « Il est impossible de tuer le monstre test ». Le joueur demande alors au système ce qu'est cet endroit et pourquoi lui. Le système explique « C'est la zone d'éveil du joueur. Elle a été créée dans le but d'évaluer le potentiel d'éveil de l'humanité. Une fois que vous aurez développé vos capacités pour battre le monstre test, vous aurez terminé le test et pourrez revenir à la réalité. Si vous mourrez pendant le test dans cet endroit, votre corps sera réinitialisé à chaque fois. Serais-je dans un jeu? Mais il ne peut que le croire, vu le nombre de cadavres dans la zone. Il accepte le fait qu'il soit un joueur et est décidé à en finir. Le monstre l'attaque avec une boule d'énergie, mais il réussit à l'esquiver et prend une posture offensive. Système, éveil réussi, acquisition de compétences et de capacités. Compétences, renforcement du corps débloqué. Avec une puissance et une force surhumaines, il attaque le monstre, lui assène un coup puissant et le fait disparaître. Système, fin du test, félicitations pour l'éveil du joueur, quête terminée, récompense, renforcement du corps débloqué. Erreur, erreur, erreur. Il demande au système de le laisser sortir, car il a terminé le test. Système, en raison d'une erreur inconnue, vous ne pouvez pas sortir d'ici. Mais pourquoi? Se demande-t-il. Le test recommence. L'initialisation du test de l'éveil se produit et le monstre réapparaît, l'écrasant encore une fois. Selon lui, cette situation ressemble à un bug dans un jeu vidéo, et il serait le personnage buggé. Une semaine, un mois, un an. Il commence à perdre la tête. Un jour, le système annonce « Augmentation de la santé, modification des données de sauvegarde ». Il demande alors au système ce qui s'est passé. La réponse: vous avez subi des attaques répétées, votre santé a donc augmenté. Il interroge le système sur la possibilité de modifier l'erreur, mais la réponse est implacable. L'erreur ne peut être modifiée, vous ne sortirez jamais d'ici. C'est ainsi que le monstre continuait de le tuer à chaque fois. Mourir, revivre, encore et encore, 2 ans, 3 ans, et ses statistiques ne font qu'augmenter. La 10e année, il demande au système ce qui se passe sur Terre. Le système répond « Rien n'a vraiment changé. Le temps dans cette dimension est 300 fois plus rapide. 10 ans ici correspondent à 12 jours sur Terre. » À ce moment, il pense à sa mère et au poulet qu'elle voulait manger. Mais le monstre continue de le tuer jusqu'aux 500e années. Ce souvenir devient flou. Il ne fait que répéter la même chose. Pourquoi? Pourquoi? À ce moment, le monstre l'attaque, mais avec rage et colère, il donne un coup puissant et repousse le monstre. Il se lève avec colère, attaque à nouveau le monstre et l'élimine. Alerte du système, dégâts impossibles à évaluer par le serveur.
Le pare-feu du système a été détruit. Il a brisé la barrière du système et est maintenant de retour sur Terre. Le système indique: le test de l'éveil a duré 3000 ans, soit 10 ans dans le monde réel. Vous avez atteint le niveau maximum. Initialisation d'une auto-synchronisation hors ligne. Synchronisation du système terminée. Il n'avait qu'une idée en tête: aller voir sa mère. Système localise ma mère, mais la fonction est indisponible en mode hors ligne. Il décide alors de rentrer chez lui, mais à son arrivée, sa maison était en ruine. Des soldats qui patrouillaient le remarquent et lui disent de quitter cette zone. Alors, il interroge les soldats. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Étonné, l'un des soldats lui demande s'il sort d'une grotte et ajoute que c'est l'ouverture d'un donjon qui a eu lieu il y a 10 ans. Tous ceux qui habitaient ici sont morts, mais ceux qui n'étaient pas à la maison à ce moment ont été évacués vers une zone sécurisée. Le soldat n'a pas fini de parler qu'il saisit son col et demande « Où est cet endroit ?» Dans le quartier pauvre de la zone B. Sans perdre de temps, il se met à courir. Juste après son départ, tous les soldats sont informés qu'un donjon va bientôt s'ouvrir dans le quartier pauvre de la zone B, là où Kim se dirige. L'armée de défense est déjà sur les lieux. Le lieutenant-colonel Oh Young-kyun demande à ses hommes de sécuriser les lieux, mais il n'a aucune nouvelle de la guilde. Ils prennent leur temps parce que c'est un quartier pauvre, tout ça pour gagner plus d'argent. Son lieutenant, Lee Ji-eun, demande ce qu'ils doivent faire. Il décide alors de mettre des barrières pour essayer d'arrêter les petits monstres en attendant l'arrivée de la guilde, mais tous les civils mourront si on fait cela. Une discussion s'engage entre le colonel et son lieutenant. À ce moment, notre protagoniste arrive sur les lieux et voit plusieurs soldats. Il interroge alors le système. Ouverture d'un donjon dans le quartier pauvre de la zone B dans 3 minutes. Sa mère est en danger, il doit vite y aller. Mais 2 soldats le retiennent. Il force alors le passage et les soldats qui le tenaient tombent. Tous les autres pointent leurs armes sur lui, mais il leur dit « Dégagez !» Les soldats effrayés le laissent passer, et il se dirige vers la zone où le donjon va s'ouvrir. L'un des soldats dit avec frayeur « Cet homme est un joueur !» Peu de temps après, le donjon commence à s'ouvrir. Les monstres commencent à sortir, mais le lieutenant Lee ne peut supporter l'idée de voir un civil aller vers ces monstres. Elle se met alors à sa poursuite. Donjon ouvert, rang 5 étoiles. Des monstres le repèrent, mais le premier à l'attaquer est détruit d'un seul coup. Un autre essaie de profiter de l'occasion et attaque avec ses tentacules, mais il esquive, attrape les tentacules et frappe violemment au sol, et écrase la tête du monstre à coups de pied avant de bondir sur les monstres restants, éclatant la tête de l'un d'eux. Avec sa rapidité et sa force, il continue de tuer les autres monstres, les exploser jusqu'au dernier. À ce moment, le lieutenant arrive sur les lieux et constate le carnage, et dit « Les tanks, les avions de chasse n'arrivent pas à fermer un donjon 5 étoiles, mais lui le fait, tout seul. Qui est-il vraiment ?» Soudain, le boss du donjon apparaît en rugissant, constatant les dégâts causés par la personne qui se tient devant lui. Le système lui dit alors « Si vous tuez le boss, le donjon sera fermé. » Il se dirige vers le monstre, le poing serré, la colère dans son regard. Le lieutenant est terrifié à la vue du boss et remarque les survivants du quartier présents sur les lieux. Elle leur dit alors de partir vite, mais un monstre les prend pour cible et se dirige vers eux. Dans un élan de panique, une petite fille trébuche et tombe. Sa mère se retourne pour la prendre, mais le monstre est très proche et d'un coup, le sang jaillit. Kim réussit à arracher la tête du monstre à temps. Il demande au système de localiser sa mère. Après la recherche, le système ne trouve personne. Le boss utilise la magie et crée plusieurs boules d'énergie qu'il lance sur Kaiem. Celui-ci active alors sa compétence renforcement du corps en mode éveil et dévie toutes les attaques du monstre en dehors du quartier, ne causant aucune victime. Le monstre concentre alors toutes ses attaques en une énorme boule d'énergie qu'il lance à nouveau sur Kim. Mais notre protagoniste, avec sa compétence activée, réussit à renvoyer l'attaque du monstre. L'instant d'après, le monstre a complètement disparu, laissant un énorme trou causé par l'attaque. Après cela, Kim entend son nom. Lorsqu'il se retourne, sa mère est là, sous ses yeux, mêlant des lames de joie et tristesse. Il ne peut contenir toute l'émotion, court vers elle, et ils se prennent dans les bras. Mais sa joie est de courte durée. Sa mère est transpercée par les tentacules d'un monstre à moitié mort. Sa mère s'effondre, alors il la prend dans ses bras. Le monstre s'apprête à attaquer de nouveau, mais le lieutenant sort son arme et tire à plusieurs reprises, l'éliminant pour de bon. Sa mère agonisante lui dit de ne pas pleurer, mais il ne peut retenir ses larmes. Il la serre fort dans ses bras et pousse un cri de désespoir. Sa mère allongeait la tête sur ses jambes. Un mois plus tard, tout le monde ne parle que de lui. Il n'a fait que fermer des donjons à tel point que toutes les guildes ne pouvaient le supporter. Le lieutenant-colonel a donc demandé à son lieutenant de le ramener avant que quelque chose de grave n'arrive.
Pendant ce temps, il ne fait que fermer tous les donjons qui lui tombent sous les yeux. Il était en plein combat. Une grande armée de monstres lui fonçait dessus. Il sort alors une épée. Activation de la compétence, renforcement du corps. Mode éveil, phase 1 activée. Il concentre toute l'énergie sur l'épée et lance son attaque. Une puissante énergie éclair se propage dans la direction des monstres et les élimine tous. Il se met à pleuvoir, assis sur un rocher sous cette pluie, lorsque le lieutenant arrive sur les lieux et le couvre. Elle lui dit qu'elle peut l'aider à détruire tous ces donjons, mais pour cela, il doit accepter de la suivre. Ce qu'il accepte. 6 mois plus tard, il est allé rendre visite à sa mère hospitalisée. Il lui dit qu'il ne pourra pas passer souvent pour la voir, car il est devenu agent de l'État et sera occupé. Il part et arrive dans une salle où des soldats en rang font le salut militaire pour l'accueillir. Il se revêt d'une combinaison et dit « On peut y aller ». Ailleurs, dans un bar, 2 hommes discutent. L'un est le capitaine de la guilde Les Éclaireurs, Bic Keol. L'autre homme demande s'il a entendu parler du garçon qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Ce dernier est un véritable problème pour leurs affaires. Le capitaine demande s'il doit l'éliminer, mais l'autre monsieur lui tend un papier et lui dit de le recruter au rang de capitaine. Le protagoniste et son équipe viennent d'entrer dans un donjon 5 étoiles appelé le Nid des étranges oiseaux. Il est devenu le capitaine de l'armée de défense. Il demande à ses hommes de l'attendre à l'entrée et part, arrivé au milieu de plusieurs monstres. Il dit au système localise le boss. Il en profite pour éliminer tous les monstres du secteur pendant la recherche du système. Lorsque le système lui donne l'emplacement du boss, il active sa compétence renforcement du corps. À chaque activation de compétence, le mode éveil s'active automatiquement. Rapidement, il arrive à l'emplacement du boss. Ses hommes l'observent de loin et constatent que le combat est sur le point de se terminer. Soudain, ils sont attaqués par la guilde Les Éclaireurs. L'un de leurs hommes est touché. Le capitaine de cette guilde déclare alors « S'il est mort, cela signifie qu'il n'est pas Kim Ki-bong ». Il demande au reste du groupe « Qui est Kim Ki-bong ?» Pendant ce temps, le protagoniste est en plein combat contre le boss. Il vient de subir l'attaque de feu du boss, provoquant un tremblement de terre. Le capitaine des éclaireurs décide alors de les tuer tous jusqu'à ce que Kim se montre. L'attaque qu'il a subie a permis de débloquer une nouvelle caractéristique unique, la résistance élémentaire de rang S. Par conséquent, il a réussi à contrer l'attaque de feu du boss. Il se met alors en position d'attaque et envoie une attaque puissante qui transperce le monstre et le détruit. En récompense, il reçoit une boule noire appelée Pierre du Jour. Il demande au système comment l'utiliser, mais le système ne peut le faire en mode hors ligne. Pendant ce temps, il reçoit plusieurs alertes du système indiquant qu'une bataille est en cours à l'entrée du donjon. Le capitaine des éclaireurs est en train de massacrer ses hommes postés à l'entrée. Après avoir battu les hommes de Kiem, lui et son équipe décident d'aller le chercher. Rapide comme l'éclair, il arrive en quelques instants et se dirige vers le capitaine des éclaireurs. Ce dernier est complètement terrifié, tel un insecte face à son prédateur. Le protagoniste demande alors « C'est vous la guilde bouclier ?» Le capitaine répond oui et ajoute « La guilde bouclier est la plus puissante de Corée du Sud. Si vous nous rejoignez, nous ferons tout ce que vous voulez. » Notre protagoniste demande alors « Vous n'étiez pas chargé de la défense de la capitale et de la zone B, secteur des migrants ?» Avant même qu'il puisse répondre oui, il reçoit un coup qui le met KO. Il dit aux autres membres des éclaireurs « Je vais vous faire payer pour avoir touché à mes hommes. » Tout le groupe, en colère, fonçait sur lui pour avoir battu leur chef. Le premier reçoit un coup de poing dans la mâchoire, tandis que le deuxième se prend un coup de pied en plein visage. Il enchaîne ensuite avec une série de coups précis et puissants qui les envoient tous voler dans les airs. Leur chef, avec l'œil enflé, regarde ses hommes se faire écraser par une seule personne qui semble ennuyée. L'élite de la guilde bouclier, la guilde la plus puissante de Corée du Sud, vient de se faire battre par un seul homme, Kim Ki-bong. La guilde bouclier compte 5000 membres, dont les 3 meilleurs joueurs de Corée du Sud. Ils sont chargés de défendre la capitale, où se trouvent les donjons de haut rang. Après cette défaite, tous les membres blessés sont conduits à l'hôpital. Le directeur de la guilde vient prendre de leurs nouvelles. Il souhaite parler au capitaine, mais celui-ci est inconscient. Le directeur demande aux infirmières de les laisser seuls, il sort un objet dans sa veste et le plante dans la poitrine du capitaine. Ce dernier sursaute et se réveille, puis explique ce qui s'est passé. Le directeur pose alors la question fatidique. Peut-il battre le maître de la guilde ? Le capitaine, incertain, avoue ne pas savoir, car Kim Ki-bong et le maître de guilde sont tous les deux des monstres en puissance. Le directeur demande alors s'il serait possible de le recruter, mais le capitaine lui répond qu'il semble plutôt hostile envers eux. Le directeur lui conseille de se reposer, puis quitte la pièce. Une fois dehors, il sort son téléphone et dit « Transmettez un ordre d'assassinat au vice-maître ». En rangeant son téléphone, il murmure « Si nous ne pouvons pas le recruter, il doit être éliminé. Ainsi, il ne me dérangera plus. » Pour la petite histoire,
la guilde bouclier était chargée de la défense de la Corée du Sud. Mais avec l'arrivée de Kim Ki-bong, le gouvernement a rompu tous ses contrats avec cette guilde. C'est pour cette raison qu'il cherche à l'éliminer. Pendant ce temps, Kim Ki-bong est en train de fermer un donjon de rang 4 étoiles, la plage abyssale. Après avoir vaincu le boss, il demande au système ce qu'il peut lui dire sur la pierre du jour, un artefact qu'il a obtenu en tuant un boss de rang 5 étoiles. Le système lui répond qu'il est impossible d'obtenir plus d'informations en mode hors ligne, mais lui suggère de lui faire absorber la pierre pour une évolution du système. Le système précise qu'il y aura 2 améliorations, une mise à jour du système et un accès à la source des donjons. Kim Ki-bong ordonne alors au système d'absorber la pierre. En ville, un homme portant un chapeau étrange interroge les passants avec un dessin étrange, mais personne ne semble savoir de qui il s'agit. Soudain, au moment où l'amélioration du système de Kim Ki-bong produit une énergie puissante, l'homme sursaute et commence à sourire. « Je t'ai trouvé », murmure-t-il. Après l'absorption de la pierre du jour, le système de Kim Ki-bong se met à jour et ajoute 2 nouvelles fonctionnalités, la fonction analyse de personnage et la fonction expression émotionnelle. L'analyse de personnage permet d'obtenir des informations détaillées sur une cible, tandis que l'expression émotionnelle affiche des émoticônes. Une fois l'absorption terminée, Kim atterrit sur le toit d'un immeuble. Il prend les escaliers et demande au système de localiser l'arrêt de bus le plus proche pour retourner à la caserne. Le système lui indique l'arrêt de bus le plus proche, mais lui demande alors pourquoi il prend le bus alors qu'il peut voler. Surpris de voir le système poser une question, Kim se demande si cela est dû à l'amélioration récente. Il explique alors que le colonel lui a demandé de venir en marchant parce que c'était la panique au QG dès qu'il venait et volant. En descendant les rues, il sent la présence de quelqu'un qui le suit. Il demande alors au système d'utiliser la fonction analyse de personnage sur cette personne, mais le système indique une erreur, et l'analyse échoue. Arrivé à l'arrêt de bus, il s'assoit et attend le bus. La personne qui le suit s'approche, le regarde sans dire un mot, puis s'assoit près de lui avec un sourire étrange. Kim lui demande qui il est, mais l'homme reste silencieux, continuant de sourire. Lorsque le bus arrive, Kim se lève, monte dans le véhicule et s'assoit. À sa grande surprise, l'homme mystérieux s'assoit juste à côté de lui, sans dire un mot et continuait de sourire. Pendant ce temps, dans un autre lieu, un homme puissant est en train de fermer un donjon 4 étoiles, le marécage des serpents géants. Après avoir vaincu le boss, il sent une présence et lance son épée dans cette direction. « Montre-toi !» ordonne-t-il. Le directeur de la guilde bouclier sort de sa cachette, tenant l'épée. « C'est dangereux de faire cela, » dit-il avec un sourire. Cet homme est le vice-maître de la guilde bouclier, l'apprenti Park Tae-rim. Le directeur lui rend son épée et lui demande de s'occuper de quelqu'un pour lui. Park Tae-rim refuse en disant que c'est un travail pour les éclaireurs. Le directeur explique alors que l'équipe des éclaireurs a été anéantie par cette personne et qu'ils n'ont même pas réussi à le blesser. Intrigué, il dit « Ça devient intéressant » et accepte. L'instant d'après, il est dans le bureau du Premier ministre et a massacré les gardes qui s'y trouvaient. La Première ministre Gu Seong-ryung arrive sur les lieux et constate les dégâts. La Première ministre de Corée du Sud est aussi une joueuse de rang S avec des capacités extraordinaires. Bien qu'elle ait choisi le chemin de la politique pour sauver le plus de personnes possible, elle reste une combattante redoutable. Lors de l'apparition des monstres il y a 10 ans, elle faisait partie des premiers à s'éveiller. On appelle ces personnes les premiers. Lorsqu'elle arrive sur les lieux et voit les dégâts, elle reconnaît immédiatement le vice-maître de la guilde bouclier. « Ça fait longtemps. Comment vas-tu » demande-t-il d'un ton moqueur. Elle lui rétorque de se mêler de ses affaires. Elle utilise alors sa compétence de téléportation multiple, une magie de rang 7 étoiles, et les téléporte tous deux sur une falaise escarpée, sans téléporter ses gardes. Les deux se font face. La première ministre prend une position offensive. « Je t'arrête pour crime de trahison », déclare-t-elle. Pendant ce temps, l'homme mystérieux continue de suivre Kim Ki-bong. À son arrivée au QG, les soldats demandent à Kim s'il est avec cet homme, mais il leur répond qu'il ne le connaît pas. Les soldats disent alors à l'homme qu'il ne peut pas entrer. Kim, perplexe, continue d'avancer malgré tout et se rend dans son bureau, se demandant ce que veut cet étrange personnage. Alors qu'il se change, il remarque l'homme à la fenêtre, ayant réussi à échapper aux soldats. Sur la falaise, la bataille entre le vice-maître de la guilde bouclier et la première ministre fait rage. Il révèle son objectif. Il veut Kim Ki-bong. La première ministre comprend alors que la guilde bouclier est en difficulté parce que le gouvernement n'a pas renouvelé son contrat avec eux. Elle réussit à repousser son attaque avec une force impressionnante et lui dit « C'est une très mauvaise idée. Je vais te remettre à ta place, comme avant. » Elle lance alors une attaque de feu surpuissante sur lui. Kim sort de son bureau et constate que l'homme mystérieux a été attaché. Apparemment, il était resté assis là sans bouger, ce qui a poussé les soldats à l'attacher par précaution. Kim lui demande qui il est et qu'il cesse de rigoler, mais l'homme continue de sourire. « Je te connais, » dit-il enfin. « Tu es celui qui est sorti de la brèche. » Intrigué, Kim comprend que cet homme sait quelque chose sur lui. « J'étais curieux de savoir qui est sorti de la brèche. Je voulais l'observer de plus près, » ajoute-t-il.
Le protagoniste pense « Il sait à propos de moi ». L'homme mystérieux insiste « Je veux rester avec toi ». Mais le vice-capitaine de Kim intervient « C'est l'armée ici, pas un centre pour enfants ». L'homme réplique « Alors je veux devenir soldat ». Le vice-capitaine lui lance alors un défi. Il n'y a qu'une seule condition. Si tu m'affrontes et que tu gagnes, tu pourras rejoindre l'équipe. Sur la falaise, le vice-maître de la guilde bouclier parvient à contrer l'attaque de feu de la première ministre. Il sort alors une pierre de retour de sa poche. La première ministre, comprenant ce qu'il s'apprête à faire, se précipite pour l'arrêter. Mais il brise la pierre juste à temps et murmure « Voyons comment tu vas sauver ton petit soldat maintenant ». En un instant, il disparaît. La première ministre, impuissante, n'a pas réussi à l'arrêter à temps. La première ministre est inquiète pour Kim Kim-bong, car elle sait que le vice-maître de la guilde bouclier possède une arme mythique, la dent du dragon. Cette arme est réputée pour sa puissance dévastatrice, et elle craint que Kim soit en danger. Pendant ce temps, au QG de l'armée, le combat entre le vice-capitaine de Kim et l'homme étrange commence. Le vice-capitaine attaque avec une vitesse impressionnante, mais l'inconnu parvient à contrer ses mouvements avec un coup de pied parfaitement exécuté. Puis, il charge son poing avec une puissance incroyable, et le soldat voit sa défaite se profiler. Cependant, à la grande surprise de tous, Kim Ki-bong intervient et bloque l'attaque d'un simple doigt. L'homme est complètement choqué par ce qu'il vient de voir. « Qui es-tu » demande Kim à l'inconnu. Il se présente Kang-wi, avec un sourire en coin, et déclare qu'il veut se battre contre Kim. Sans hésiter, il se met en position d'attaque et bondit vers lui. Kim esquive facilement ses coups et réplique avec un coup de pied puissant. À sa surprise, Kang-wi parvient à bloquer l'attaque. Comment a-t-il fait ? J'ai pourtant frappé fort, pense Kim, légèrement impressionné. Il passe alors à l'offensive, attaquant Kang-wi à plusieurs reprises et demandant « Qui es-tu, vraiment ?» Kang-wi, avec agilité, parvient à esquiver et riposte avec un coup de pied qui repousse Kim loin en arrière. « C'est un secret, » répond-il en souriant. Depuis sa sortie de la zone de test, c'est la première fois que quelqu'un parvient à le repousser. Kang-wi continue avec une série d'attaques. Il crée alors une boule d'énergie dans sa main et la projette sur Kim, mais ce dernier l'esquive sans effort. Kang-wi répète l'attaque, multipliant les boules d'énergie qu'il envoie sur Kim en succession rapide. Lorsque la fumée s'estompe, Kang-wi pense avoir gagné. « Je l'ai eu !» murmure-t-il, mais une silhouette apparaît à travers la fumée. « Tu es fort !» dit Kang-wi avec admiration. « Tu n'as même pas une égratignure !» Kim, amusé, répond « Tu ne vois pas que mes vêtements sont tous déchirés ?» Puis, avec un sourire, il ajoute « Tu as fini ? Alors, c'est à mon tour d'attaquer. » Kang-wi, soudain nerveux, lève la main en signe de reddition. « Je me rends !» dit-il en riant. Il se tourne vers le vice-capitaine et lance « Je peux rester, non ? J'ai gagné contre lui !» Kang-wi continue de taquiner Kim, un large sourire sur le visage. Mais Kim n'a pas encore dit son dernier mot. Avec une vitesse fulgurante, il lui assène un coup de poing bien placé à la mâchoire, qui envoie Kang-wi voler dans les airs avant de retomber au sol. Kim s'adresse à ses hommes. « Aidez ce gamin à ranger ses affaires. » Kang-wi, légèrement étourdi, murmure « Ce monstre !» Pendant ce temps, la guilde bouclier prépare un plan machiavélique dans le donjon Nid du Dragon de Feu. Un donjon de rang 8 étoiles, le rang le plus élevé des donjons. Si le dragon de feu se réveille, la Corée du Sud sera confrontée à la plus grande crise de son histoire. La guilde bouclier a capturé le bébé du dragon de feu, et leur plan consiste à tuer le bébé pour provoquer la colère de la mère dragon feu. Ainsi, lorsque l'équipe de Kim Ki-bong, spécialiste des donjons, arrivera sur les lieux, ils pourront profiter de la confusion pour les éliminer tous. Ensuite, ils utiliseront une pierre du jour pour rendormir le dragon de feu. Comme prévu, la guilde bouclier tue le bébé dragon, et immédiatement, la mer se réveille, le ciel devient rouge. En un instant, le chaos s'empare du pays. L'armée est en route, et toutes les chaînes de télévision sont en alerte. Le gouvernement décrète la loi martiale. La panique gagne la population alors que le danger du dragon de feu devient de plus en plus imminent. Dans un hélicoptère en direction du donjon, la première ministre est furieuse. Elle sait que la guilde bouclier est derrière tout cela. Elle ordonne immédiatement de localiser tous les membres de la guilde et de contacter les 100 meilleurs joueurs de Corée du Sud pour les mobiliser en renfort. Sur place, Kim et son équipe arrivent déjà. Ces hommes sont terrifiés à l'idée d'affronter le dragon de feu. Soudain, une voix retentit derrière eux. C'est énorme. Donc c'est la maison du dragon de feu. C'est Kang-wi qui les a encore suivis. Kim, légèrement agacé mais voyant une opportunité, dit à son équipe de le laisser faire. Il pourrait être utile. Ensemble, Kim et Kang-wi entrent dans le périmètre du donjon, franchissant la barrière magique qui entoure la zone. Cependant, au moment de pénétrer dans la barrière, les hommes de Kim sont brutalement repoussés par une force invisible, tandis que lui et Kang-wi parviennent à entrer. À peine sont-ils à l'intérieur que le vice-maître de la guilde bouclier surgit avec une vitesse fulgurante, l'attaque sans relâche. Il est rapide, dit Kim. Il active immédiatement sa compétence de renforcement du corps pour tenter d'arrêter l'attaque. Mais dans un éclair,
Il sent une douleur aiguë dans son abdomen. Il est transpercé par l'épée du vice-maître. Une alerte du système résonne dans son esprit. Alerte, votre défense a été percée. Il vient d'être blessé. Pendant ce temps, les joueurs de haut rang recevaient l'alerte d'urgence. Cheon Yubin, classé 4e du classement officiel des joueurs de Corée. Yui, la 99e, filme tout en direct pour ses nombreux viewers, montrant le ciel rouge qui semble annoncer la catastrophe imminente. Alors qu'elle commente la scène, elle reçoit une notification de convocation d'urgence. À travers la région, d'autres joueurs de rang élevé répondent à l'appel. Le 14e, le 68e. À l'intérieur du donjon, la situation est de plus en plus tendue. Kim Ki-bong, malgré le mode éveil activé, saigne de sa blessure infligée par le vice-maître. Il réalise que son adversaire porte le symbole de la guilde bouclier, mais sa priorité reste le dragon de feu. D'un ton tranchant, il tourne le dos à Park et lui dit « Je n'ai pas le temps de jouer avec toi ». Cependant, Park ne le laisse pas partir. « Tu n'as pas besoin de te soucier du dragon de feu parce que tu vas mourir ici et maintenant », crie-t-il en attaquant de nouveau. Kim, enragé et déterminé à en finir rapidement, retire sa combinaison et décide d'utiliser sa force maximale. Il se retourne avec une vitesse surhumaine et frappe d'un coup puissant, un coup si dévastateur que des sueurs froides traversent Park Tae-rim. Mais dans un instant d'incompréhension totale, Kim se retrouve à genoux. Park a réussi à bloquer son attaque. Kim ne comprend pas ce qui vient de se passer. Son équipe, restée de l'autre côté de la barrière, sent la puissance de l'attaque de leur capitaine. La première ministre arrive alors sur les lieux et demande des explications sur la situation. Après un bref résumé, elle analyse la barrière entourant la zone de combat et réalise avec effroi que cette barrière n'a pas été créée par le dragon de feu, mais par la guilde bouclier. Pendant ce temps, Park continue de porter plusieurs coups avec son arme, la dent du dragon, une arme mythique et légendaire, capable de trancher n'importe quel métal. Chaque coup résonne avec une force destructrice. Kim reçoit une alerte du système. Alerte ? Réflexion active. La dent du dragon renvoie les dégâts subis à l'attaquant. Kim, comprenant enfin la nature de cette arme, dit à son adversaire avec un sourire narquois « Tu as une belle arme ». Park, déterminé à finir le combat, saisit fermement son arme et porte le coup final et pense que c'est terminé. Mais avec un calme déconcertant, le protagoniste lui dit « Donne-moi cette arme, je la donnerai à mes hommes ». Park, sous le choc, transpire à grosses gouttes. « Comment peux-tu encore être en vie ? Tu as perdu tellement de sang !» crie-t-il. Kim répond « J'ai plus de sang que la plupart des gens ». Fou de rage, Park attaque de nouveau. Kim attaque également, mais chaque coup qu'il porte se retourne contre lui, infligeant des blessures supplémentaires à son propre corps. Kim riposte, endurant de nouveaux dégâts. Park jette un coup d'œil derrière lui et constate les dégâts massifs causés par les attaques de Kim. « Essayons de trouver sa limite », murmure Kim, déterminé à découvrir jusqu'où le vice-maître peut tenir. Il porte alors un coup puissant. Pendant ce temps, le dragon de feu, désormais réveillé et furieux, essaie de briser la barrière magique qui l'entoure. Le directeur de la guilde bouclier, observant depuis un point sûr, évalue la situation. Il réfléchit à utiliser la pierre du jour pour sceller le dragon plus tôt que prévu, mais il décide d'attendre jusqu'à ce que le combat entre Kim et Park se termine. Soudain, il remarque la présence de Kangui, le jeune homme mystérieux qui était avec Kim. Le directeur, alarmé, donne l'ordre à ses hommes de le capturer immédiatement. Kangui, sentant le danger, commence à courir, ses poursuivants à ses trousses. De l'autre côté, Kim continue de livrer un combat acharné contre Park Tae-rim. Chaque coup qu'il porte est d'une force incroyable, mais il subit en retour les effets de la capacité de réflexion de la dent du dragon. Park, d'abord confiant, commence à s'inquiéter. Kim semble ignorer la douleur et continue de frapper avec une intensité croissante. Park ne comprend pas comment il peut encore tenir debout. Kim s'arrête un instant et fixe Park avec un regard perçant. Park pense que c'est enfin terminé et dit « T'es un putain de monstre ». Mais Kim, imperturbable, charge à nouveau. « Essaie de bloquer ça », lance-t-il, avant de frapper avec une puissance si terrifiante que même le sol tremble sous ses pieds. Park réussit à bloquer l'attaque mais il tremble. De grosses gouttes de sueur coulent le long de son front, crachant du sang. Il voit sa précieuse arme fissurée. Kim continue d'enchaîner avec un autre coup puissant. « Bloque ça !» dit-il encore, son expression devenue plus sombre et intimidante. La terreur s'empare de Park alors que les fissures sur son arme se multiplient. Kim n'arrête pas d'attaquer, et la dent du dragon continue de se briser. Finalement, l'arme légendaire ne peut plus supporter l'assaut incessant de Kim, se brise complètement. Park sent une vague de panique et de désespoir l'envahir. Il sait que la mort est proche et qu'il ne peut plus l'esquiver. Kim, implacable, porte un coup final d'une puissance écrasante qui envoie Park au sol, complètement hors d'état de nuire, comme si un mode erreur 404 s'était activé dans son corps. Kangui, toujours poursuivi, s'écria « Regardez, Kim Ki-bong a gagné !» Ses poursuivants s'arrêtent, stupéfaits et terrifiés. Tous tournent la tête vers la scène du combat. Le vice-maître de la guilde bouclier, l'une des figures les plus redoutées, l'un des 3 meilleurs joueurs de Corée, est à terre, vaincu. Le directeur de la guilde bouclier regarde la scène. Il ne peut pas y croire.
le vice-maître, l'un des 3 meilleurs joueurs de rang S de toute la Corée du Sud. C'est impossible, murmure-t-il. Comprenant que la situation est plus critique que jamais, il prend une décision rapide. Ils doivent battre en retraite et attendre que tous les autres joueurs soient occupés à combattre le dragon de feu et revenir à un moment décisif pour utiliser la pierre du jour et rendormir le dragon. Ainsi, ils seront les héros ayant sauvé la Corée du Sud du chaos. « Allons-y, on abandonne le vice-maître », ordonne-t-il à ses hommes. Un des hommes de la guilde, choqué, proteste. « Mais c'est quand même le vice-maître !» Le directeur lui rétorque. « Alors va le récupérer auprès du monstre qui l'a mis dans cet état !» Sans plus attendre, il active une pierre de retour et en quelques instants, lui et ses hommes disparaissent du champ de bataille. Pendant ce temps, le dragon de feu continue de frapper avec une furie inouïe. Il ne reste plus que 5 minutes avant qu'elle ne cède complètement. La première ministre touche la barrière et constate que celle créée par la guilde bouclier a disparu. Elle craint le pire, pensant que Kim a déjà été vaincu. Mais son regard se tourne vers 2 silhouettes lointaines, debout. Les journalistes présents filment la scène. Et soudain, elle voit le vice-maître, complètement KO. Elle est stupéfaite. Kim a réussi à le battre. Sans perdre une seconde, elle prend son téléphone et contacte Kim. « Que dois-je faire maintenant ?» lui demande-t-il, sa voix calme mais déterminée. Elle répond d'un ton sérieux « Fais-nous gagner du temps ». Kim, sans hésiter, s'enfonce plus profondément à l'intérieur du donjon, en direction du dragon de feu, avec Kangui à ses côtés. La première ministre, les yeux remplis de tristesse et de résignation, murmure « C'est le futur et l'espoir de notre pays. Et je viens de demander à l'avenir de la Corée de se sacrifier pour nous tous. » Dans les profondeurs du donjon se trouve le dragon de feu, une créature redoutable qui pourrait détruire tout le pays. Il a perdu énormément de points de vie dans son combat contre le vice-maître. Alors qu'il continue d'avancer, il reçoit une alerte du système lui indiquant qu'il lui reste moins de 8% de points de vie. L'hémorragie cause une perte continue de points de vie. Ils atteignent finalement la zone où se trouve le dragon de feu. Kangui, toujours à ses côtés, demande avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « On va vraiment se battre contre ça ? Oui, on n'a pas le choix, répond Kim d'un ton déterminé. Alors qu'il parle, le dragon de feu crache soudainement une immense gerbe de flammes sur eux, créant une explosion dévastatrice qui terrifie tous ceux à l'extérieur de la barrière. Toute la zone est ravagée par l'attaque. À la surprise générale, Kangui parvient à bloquer l'attaque avec sa compétence. Kim, impressionné, dit « Ta compétence est vraiment surprenante. » Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le dragon de feu frappe avec sa queue, projetant Kangui loin derrière. « J'imagine que c'est du 1 contre 1, murmure Kim en fixant le dragon. « Viens, je t'attends. » Le dragon de feu attaque avec un coup de patte massif, mais Kim esquive et bondit en l'air. Cependant, le dragon de feu contre-attaque immédiatement, propulsant Kim encore plus haut dans les airs. Le dragon balance à nouveau sa queue, mais Kim parvient à la repousser d'un coup puissant. Sans perdre un instant, il active sa compétence et fonce sur le dragon, lui assénant un coup qui le repousse violemment en arrière. Une nouvelle alerte du système s'affiche, que moins de 4% de points de vie. Sentant le danger croissant, Kim décide d'activer à nouveau sa compétence et de donner tout ce qu'il a pour terminer ce combat le plus rapidement possible. Il fonce sur le dragon de feu maintenant couché au sol, mais juste avant de l'atteindre, le dragon tourne sa tête et crache une boule de feu colossale. Kim esquive de justesse, mais l'attaque continue de se diriger vers la barrière où se trouvent les joueurs, les journalistes et tous les autres à l'extérieur. Contre toute attente, Kangui se relève, malgré ses blessures, et se dresse devant l'attaque de feu. Utilisant à nouveau sa compétence, il réussit à stopper l'assaut du dragon. Le dragon de feu commence à concentrer une attaque finale, une boule d'énergie incandescente d'une puissance inimaginable. Kim active sa compétence à pleine puissance et, avec une vitesse fulgurante, charge vers le dragon de feu. Il porte un coup décisif, transperçant le dragon de feu et le terrasse. La force de l'impact laisse une marque profonde sur son corps, comme si le feu coule dans ses veines. Les alertes système s'enchaînent alors. Boss éliminé. Donjon de rang 8 étoiles terminé. Augmentation de la force. Toutes vos compétences étant au niveau maximum seront converties en points. Plus de 3 millions de points. Obtention de la compétence unique, premier tueur de dragon. La compétence terreur du dragon a été ajoutée. Plus 50% de dégâts contre les dragons. Attention, moins de 3% de points de vie, vous avez besoin de soins. Kangui, fou de joie, se précipite vers Kim, mais son expression change soudainement en remarquant une lumière étrange derrière lui. Le corps du dragon de feu renferme une immense quantité d'énergie. Mais il n'a pas eu l'occasion de libérer toute sa puissance avant d'être abattu, ce qui provoque une explosion soudaine de son corps. Le temps semble suspendu alors que tout le monde attend de voir si Kim Ki-bong et Kangui ont survécu à cette explosion. Après l'explosion du corps du dragon de feu, la première ministre, accompagnée des 100 meilleurs joueurs et de l'armée, se préparait à intervenir. Elle s'approche de la barrière pour la briser, mais remarque qu'elle commence à disparaître d'elle-même. De petites particules blanches tombent du ciel, semblables à de la neige. Mais lorsqu'une de ces particules toucha sa main,
elle se mit à courir, criant que ce n'était pas de la neige, mais des cendres. Une profonde inquiétude l'envahit en pensant à Kim Ki-bong. En arrivant sur les lieux, elle vit des débris se déplacer près d'elle. Elle s'écria « Kim Ki-bong !» Mais c'était Kang-wi qui se relevait des décombres. Elle lui demande où se trouve Kim, mais il n'en a aucune idée. Après quelques instants de recherche frénétique, il retrouve Kim, adossé contre un mur, blessé et épuisé. La première ministre s'approche rapidement de lui. Soulagée, elle lui dit « Bon travail !» Kim a perdu beaucoup de points de vie et semble à bout de force. Peu de temps après, un hélicoptère arrive pour les évacuer de la zone. Pendant ce temps, dans les locaux de la guilde Bouclier, un homme entre dans le bureau du directeur pour l'informer de la situation. Le directeur, déjà au courant, resta silencieux avant de quitter brusquement la pièce. À la télévision, les informations font état de la fin du donjon 8 étoiles, grâce à une opération dirigée par le ministère de la Défense. Les journalistes rapportaient également que le vice-maître de la guilde Bouclier et plusieurs de ses hommes ont été arrêtés sous la direction de la première ministre. Cependant, le directeur de la guilde restait introuvable. Le jour de la conférence de presse pour parler de l'achèvement du donjon 8 étoiles, la première ministre au micro, entourée de journalistes et de caméras. Elle appelle alors le capitaine Kim, le héros du pays, à venir s'exprimer. Lorsqu'il s'approcha du micro, les flashs incessants des appareils photo semblaient l'intimider. Visiblement gêné et mal à l'aise, il prit finalement la parole sous les regards admiratifs de tous. Quelques jours plus tard, Kim et Kang-wi se rendent au laboratoire. À leur arrivée, ils sont accueillis par le lieutenant Jian, qui les félicite pour les récents exploits. Elle sera la responsable de son évaluation. Kim remarque des personnes installant des caméras derrière elle et lui demande qui elles sont. Le lieutenant l'explique qu'il est désormais le héros qui a sauvé le pays, et que tout le monde s'intéresse à lui. Curieux, il demande la raison de sa présence sur ce terrain. Elle répond que c'est pour procéder à son test d'évaluation, mesurer sa puissance et déterminer officiellement son rang de joueur, afin de l'ajouter dans la base de données de l'armée. En effet, lorsque Kim a rejoint l'armée, il n'y avait pas d'équipement suffisamment avancé pour mesurer sa puissance, ce qui explique pourquoi son rang est resté inconnu. Elle ajoute que si son rang avait été enregistré, la guilde Bouclier n'aurait probablement pas fait l'erreur de l'attaquer. La présentatrice Yui, une strumeuse bien connue, arrive à ce moment-là pour couvrir l'événement. Elle se présente à Kim, le félicite chaleureusement, et le couvre d'éloges, mais Kim, un peu gêné, demande à commencer le test sans plus tarder. Le lieutenant présente alors une machine capable de mesurer la force d'un joueur de rang S. Yui, enthousiaste, se précipite pour essayer la machine en premier. Elle serre de toutes ses forces et la machine s'illumine. Le lieutenant lui annonce que ses résultats confirment qu'elle est de rang A, comme lors de son dernier test, ce qui la ravit. C'est au tour de Kim. Le lieutenant lui demande de serrer la poignée de toutes ses forces pour obtenir un résultat précis. Kim, un peu sceptique, demande si la machine va vraiment tenir le coup. Le lieutenant, confiante, lui assure que la machine est faite d'une nouvelle matière spéciale et incassable, précisant que même la première ministre qui est de rang S l'a déjà testée sans problème. Kim serre alors la poignée, mais à leur grande surprise, la machine se brise instantanément sous sa force et explose. Kang-wi, dégoûté d'être devancé, voulait aussi essayer, mais une autre machine est mise en place pour mesurer la puissance des joueurs. Cependant, elle ne supporte pas non plus la force de Kim et est détruite. Ils essaient une boule de cristal pour mesurer sa puissance magique, mais celle-ci se brise également après avoir absorbé la magie de Kim. Le lieutenant, complètement désespéré, dit alors « On va dire que le test est terminé. Il est temps de passer à l'interview. » Pendant l'interview, Yui demande à Kim de se présenter. Il hésite à donner son âge, ne sachant pas exactement quel âge il a réellement. Cependant, le système lui indique qu'il a actuellement 30 ans. Kang-wi, assis à côté de lui, s'exclame qu'il est bien plus vieux que cela. Tout le monde veut savoir comment Kim est devenu si puissant, et pourquoi il utilise ses capacités pour aider son pays, alors qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent en travaillant ailleurs. Kim répond calmement « J'ai une famille ». Puis il commence à raconter son histoire, expliquant comment il en est arrivé là, et pourquoi il a choisi de mettre sa force au service de son pays. Ses paroles touchent le public. Après avoir terminé l'interview, Kim regrette d'avoir perdu son temps et pense qu'il aurait mieux fait de s'occuper d'un autre donjon. Cependant, le lieutenant Jian lui dit que sa prochaine mission pourrait être très bénéfique pour lui. Il se rappelle le jour où elle lui a promis de l'aider à prendre sa revanche et à détruire tous les donjons. Elle ajoute qu'elle n'a jamais cessé les recherches avec son équipe pour trouver un moyen de contrôler ces donjons intrigués. Kim veut en savoir plus sur cette mission. Ils se dirigent alors tous ensemble vers le laboratoire. Une fois sur place, le lieutenant leur présente un fragment de pierre qui brille intensément. Une pierre de jour. Elle explique que si quelqu'un parvient à contrôler l'énergie de ces pierres, il pourrait en théorie contrôler les donjons.
Kim est étonné par cette révélation et demande si c'est réellement possible de contrôler un donjon. Le lieutenant lui répond que ce n'est pas encore le cas, mais qu'ils approchent de cette possibilité. Elle ajoute que le prochain donjon qu'il va explorer avec Yui renferme justement une pierre de jour. Kim est surpris, car il a terminé de nombreux donjons et terrassé de nombreux boss sans en obtenir plus d'une. Elle explique que les restes du dragon de feu qu'il a vaincu ont été utilisés pour détecter ces pierres de jour et qu'elles pourraient être la clé pour contrôler les donjons à l'avenir. Kim souhaite aller seul dans ce nouveau donjon, mais le lieutenant le rappelle qu'il faut au moins 3 joueurs de rang A ou supérieur pour entrer dans ce donjon. Afin de s'assurer que les informations sur cette mission restent secrètes, elle a choisi des personnes de confiance, Yui et une autre personne très proche de la première ministre. De plus, la première ministre a autorisé Yui à filmer l'expédition. Arrivé sur les lieux, Kangui est en larmes, suppliant Kim de le laisser participer. Kim refuse fermement en lui montrant ce qui est marqué à l'entrée du donjon, maximum de 3 personnes. Alors qu'ils discutent, un véhicule arrive à grande vitesse vers eux. Yui et le troisième membre désigné sortent du véhicule et se dirigent vers eux. L'homme se présente. Je suis Cheon Yubin, maître de la guilde Ashwarang, rang S, 4e au classement officiel. Il y a 10 ans, lors de l'apparition des premiers donjons, Cheon Yubin faisait partie des premiers éveillés aux côtés de la première ministre, et ensemble, ils avaient sauvé le pays. Son statut de héros national est bien établi. Après les présentations, Yui commence à expliquer leur mission. Ils vont explorer un donjon de 6 étoiles, l'antre du papillon de nuit, réputé pour sa grande difficulté, même étant un donjon 6 étoiles. Cependant, elle informe ses spectateurs qu'elle ne pourra pas streamer à l'intérieur du donjon, ce qui la contraint à arrêter son direct. Malgré la confiance de la première ministre en Yui et Yubin, elle a spécifiquement demandé à Kim d'être celui qui récupère la pierre de jour. Alors qu'ils se préparent à entrer dans le donjon, Kim demande à Kangui de retourner à la base, ce qui laisse ce dernier déprimé. Tandis que Kangui s'en va, Kim, Yubin et Yui s'approchent de l'entrée du donjon. Une énergie mystérieuse les enveloppe, et ils sont téléportés à l'intérieur. Une fois dans le donjon, Kim prend les devants et leur demande de se mettre en route. Il remarque rapidement que Yui a gardé une caméra avec elle, mais elle les rassure en disant qu'elle ne filme pas en direct, mais juste au cas où quelque chose tournerait mal. Ils marchent pendant un moment, et Yubin trouve étrange de ne pas avoir encore croisé de monstre. Habituellement, à l'entrée du donjon, il y a plusieurs créatures volantes, mais tout semble calme. Yui, confiante, lui rappelle qu'ils sont avec le héros qui a terminé un donjon 8 étoiles, cela semble le rassurer. Alors ils continuent d'avancer. Cependant, au fil de leur progression, ils constatent que la nuit commence à tomber. Les jours sont très courts dans ce donjon, et il devient rapidement trop sombre pour avancer. Ils décident alors de camper pour la nuit. Yui utilise sa capacité pour allumer un feu, et tous s'assoient autour du feu, se préparant à passer la nuit. Pendant ce temps, à la base, le vice-capitaine reçoit une information inquiétante. Un nouveau donjon vient de s'ouvrir. Terrifié, il se rend compte que sans le capitaine Kim, il sera impossible de gérer cette nouvelle menace. Alors qu'il s'apprête à rassembler l'équipe, il se souvient soudainement de Kangui. Il murmure alors « Nous avons peut-être un espoir ?» De son côté, Kangui est allongé, en larmes, dévasté par le fait que Kim ne l'ait pas emmené avec lui dans le donjon. Le vice-capitaine, incertain de la réaction de Kangui, prend une profonde inspiration et se dirige vers la chambre du jeune homme. Il ouvre la porte et retrouve Kangui allongé, laid. Le vice-capitaine se remémore leur dernier combat et la puissance de Kangui. La sueur perlait sur son front, ne sachant pas quoi dire. Avant qu'il ne puisse parler, l'un des hommes de l'équipe, aussi tendu que lui, tente de détendre l'atmosphère en disant « Hé, petit, tu n'entends pas la sirène ? On a une mission à accomplir. Kangui !» se retourne les regarde et se recouche, en disant d'un ton morne « Sans Kim, je n'ai pas envie. » Le vice-capitaine, sentant la conversation lui échapper, tente un dernier recours. « Écoute, Kim te félicitera si tu réussis cette mission. » À ces mots, les yeux de Kangui s'illuminent légèrement. Il se met à imaginer comment Kim pourrait le féliciter. Il se redresse soudainement, motivé par cette pensée. C'est vrai, il me félicitera. Kangui accepte finalement de se joindre à l'équipe, avec un enthousiasme renouvelé. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Kim, Yui et Yubin continuent leur progression. Sentant quelque chose d'inhabituel, Kim demande au système de scanner les environs à la recherche de monstres. Le système confirme qu'il n'y a aucun monstre dans un rayon de 3 km. Yui et Yubin trouvent étrange qu'il n'y ait pas de monstre. Kim leur dit alors qu'il n'y a pas de monstre dans un rayon de 3 km. Ils doivent accélérer. Yui propose alors « Faisons une course jusqu'au sommet ». Elle commence à courir, Yubin se prend au jeu et la suit. Mais Kim, sachant qu'il ne pourra pas remplir sa mission s'il suit leur rythme, active sa compétence.
Comme un éclair, il les dépasse avec une vitesse impressionnante. Yubin, surpris, pense que c'est de la magie, mais Yui dit « Ce n'est pas de la magie, c'est bien plus que ça ». Kim arrive bientôt près d'une montagne. Il demande au système de localiser la pierre de jour. Le système commence à scanner la zone et lui indique l'emplacement précis de la pierre. Sans perdre un instant, Kim se met en route, sa compétence toujours activée. En arrivant sur les lieux, il repère la pierre du jour, mais en s'approchant, il déclenche un piège. Une centaine de monstres volants apparaissent soudainement, encerclant Kim. Yui et Yubin, apercevant une explosion sur la montagne, se mettent immédiatement à courir pour le rejoindre. Cependant, ils réalisent rapidement qu'ils n'arriveront pas à temps en courant. Yui utilise alors une de ses compétences, bouclier ballon, créant une bulle autour d'eux. Elle enchaîne avec une autre compétence qui provoque une explosion sous les ballons, les propulsant à grande vitesse vers la montagne. Lorsqu'ils atteignent enfin le sommet, ils découvrent avec stupéfaction le carnage qui les entoure. Kim a déjà éliminé tous les monstres volants. Cela faisait moins de 5 minutes qu'il était parti. Yui et Yubin regardent la scène, émerveillés par la puissance de leurs compagnons. Yui et Yubin se relèvent, encore sous le choc de la puissance de Kim. Ils demandent à Kim s'il va bien. Il répond qu'il va bien et qu'ils doivent continuer. En avançant, ils ressentent la présence d'une énergie étrange. Curieuse, Yui tente de toucher cette énergie, mais elle ressent immédiatement une douleur intense et retire sa main. C'était une barrière de protection. « Reculez, je vais essayer de briser cette barrière », dit-elle. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Kim serre le poing et frappe la barrière avec force. Le coup est si puissant qu'il ne se contente pas de briser la barrière, mais provoque également des fissures dans les environs, choquant Yui et Yubin. Ils avancent avec précaution vers la pierre de jour. Lorsqu'ils s'en approchent, Kim tend la main pour toucher la pierre. Dès qu'il la saisit, un tremblement de terre violent secoue le donjon. Une énergie maléfique se dégage alors de la pierre, les engloutissant dans une obscurité totale. Pendant ce temps, en ville, à l'emplacement du donjon récemment ouvert, l'armée est sur place, surveillant la situation. Le vice-capitaine arrive avec son équipe et salue le lieutenant-colonel. Ce dernier, visiblement préoccupé, demande des nouvelles de la situation. Le vice-capitaine explique que l'équipe de Kim a réussi à nettoyer tous les donjons jusqu'à présent, mais il note également que les donjons semblent agir de manière étrange ces derniers temps. « Et où est le capitaine Kim ?» demande le lieutenant-colonel. « Il est en mission spéciale confiée par la première ministre », répond le vice-capitaine. « Mais ne vous inquiétez pas, nous avons un autre moyen de terminer ce donjon grâce à notre nouvelle recrue. » Le lieutenant-colonel hoche la tête, confiant dans le jugement du vice-capitaine, et lui donne le feu vert pour procéder. Dans le donjon, Yui est allongée sur le sol froid et sombre. Elle se réveille, désorientée, et se rend compte qu'elle est seule dans une grotte. Elle se pose des questions, troublée par cet environnement qu'elle n'a jamais vu dans ce donjon, malgré toutes les fois où elle l'a terminé. La lumière étrange émise par la pierre du jour flotte encore dans ses pensées. Paniquée, elle commence à chercher les autres. De son côté, Kim tient toujours la pierre du jour en main. Le système active sa vision nocturne et l'indique qu'il est dans un donjon non classé, un lieu sans nom. Il se demande pourquoi ils ont été amenés ici. Le système lui suggère que cela pourrait être dû à la pierre du jour, mais ajoute qu'il n'en est pas certain. « Peut-être que si tu me laisses absorber la pierre, je pourrais en savoir davantage », propose le système. « Non », répond fermement Kim. Soudain, il entend des rugissements de monstres. De l'autre côté, Yui, tremblant de peur, active la lumière de sa caméra pour éclairer son chemin. Elle est épuisée, ayant dépensé une grande partie de son mana pour créer le ballon et provoquer l'explosion. Son cœur s'emballe lorsqu'elle entend des bruits de grognements féroces. Elle se retrouve encerclée par des loups étranges, la fixant avec une intensité menaçante. Non loin de là, Yubin est également encerclé par les mêmes créatures. Perplexe, il se demande comment il peut y avoir des loups dans un donjon censé être peuplé d'insectes. « Il y a quelque chose qui cloche ici », murmure-t-il, ses sens en alerte. De son côté, Kim observe les créatures qui s'approchent de lui. Au lieu de la menace, il voit en eux quelque chose de presque attendrissant. Des chiens. Ils sont plutôt mignons, pense-t-il. Yui, encore tremblante, active le bouton de la chaîne autour de son cou et sort sa baguette de son inventaire. De son côté, Kim fait un carnage contre les monstres, éliminant 2 d'entre eux en un clin d'œil avec une force inouïe. Il bondit ensuite sur le dernier, écrasant sa tête sous son pied, avant de pulvériser le corps du monstre d'un coup de pied dévastateur. Après cela, il demande au système de chercher les autres. Après la recherche, le système fait apparaître une carte, révélant que ses coéquipiers sont à une grande distance de sa position. Pendant ce temps, Yubin se bat dans l'obscurité. Il utilise ses dagues avec une précision mortelle, découpant le premier monstre avant de bondir vers les suivants avec une rapidité fulgurante. Alors qu'il a tué les monstres, il pense à Yui.
consciente qu'elle a déjà utilisé une grande partie de son mana. Il commence à courir, déterminé à lui prêter main forte. De son côté, Yui, épuisée, a utilisé une potion de mana et activé un bouclier magique pour se protéger. Elle se souvient soudainement que ses abonnés la regardent et décide de désactiver son bouclier pour passer à l'offensive. Cependant, dès qu'elle désactive sa défense, les monstres se jettent sur elle, mais elle lance une compétence d'explosion de feu. L'un des monstres a échappé à l'attaque et est déjà trop proche, prêt à la mordre. Elle esquive de justesse et fait plusieurs sauts en arrière avant d'utiliser une compétence de foudre qui élimine finalement les créatures. Malgré sa victoire, elle est blessée au bras et a épuisé presque tout son mana. En se retournant pour partir, un monstre à moitié mort se réveille et bondit sur elle. Lorsqu'elle tourne la tête, il est déjà trop proche. Soudain, des dagues tournoient dans l'air et décapitent le monstre juste à temps. Yubin, guidé par la lumière de Yui, est arrivé à temps pour la sauver. Soulagée, Yui boit une autre potion de mana et le remercie. Elle explique rapidement que ses loups sont couverts de pustules, une infection causée par le papillon de nuit. Soudain, ils entendent des bruits étranges non loin de là. Sans perdre une seconde, ils se mettent à courir dans la direction du bruit, espérant atteindre le boss du donjon. Mais en arrivant sur les lieux, ils s'arrêtent net, stupéfaits par ce qu'ils voient, des monstres humanoïdes, grotesques et déformés. Pour la première fois, ils voient des créatures d'un type étrange, mi-humaines, mi-monstres. Ces hybrides sont horriblement déformés, avec des membres anormalement longs et des visages grotesques, mais ce qui choque le plus, c'est leur capacité à parler. L'un d'eux semble avoir capté une odeur et murmure d'une voix rauque. D'où vient cette odeur d'humain? Yui et Yubin sont stupéfaits. Ce monstre vient de parler, mais pas dans une langue humaine. Cependant, Yubin semble reconnaître leur langue. La créature se met à chercher activement. Bien qu'ils ne fassent aucun bruit, il finit par les repérer le groupe. La peur se lit sur leur visage. Le monstre attaque. Ils parviennent à esquiver de justesse et se mettent en position de combat. Les cicatrices sur le corps du monstre ne semblent pas naturelles. Yui, à court de mana, ne peut lancer que 4 ou 5 sorts au maximum. Yubin se lance à l'attaque et réussit à toucher le monstre, mais son épée ne parvient pas à le transpercer. Le monstre riposte rapidement, mais Yui utilise une technique d'entrave qui fait pousser des lianes et immobilise temporairement l'ennemi, permettant à Yubin de se replier. Il réalise rapidement que le monstre humanoïde n'est pas seul. Les deux autres créatures continuent de discuter dans leur étrange langue, ne semblent pas se joindre au combat. Yubin sait qu'ils doivent en finir rapidement avant que les deux autres n'interviennent. Il demande à Yui de le renforcer avec le peu de mana qu'il lui reste. Yui concentre son énergie et utilise tout son mana restant pour renforcer Yubin. Ses capacités sont instantanément améliorées et il devient plus rapide et plus agile. Profitant de cette amélioration, Yubin porte plusieurs coups rapides et précis au monstre, réussissant finalement à le décapiter. Le corps du monstre s'effondre, et du sang rouge vif s'écoule de ses blessures. Yubin est surpris. Depuis l'apparition des donjons, il a tué d'innombrables monstres, mais c'est la première fois qu'il voit du sang rouge sortir d'un monstre. « Est-ce vraiment un monstre ?» se demande-t-il. Cependant, il n'a pas le temps de réfléchir. Les deux autres créatures bondissent sur lui pour l'attaquer. Grâce à son agilité accrue, il parvient à esquiver leurs attaques. Les monstres le traitent de rat dans leur langue inconnue. Sachant que l'état de Yui est critique et que l'effet de son renforcement ne durera pas éternellement, Yubin décide d'attaquer de toutes ses forces et d'en finir rapidement. De l'autre côté de la grotte, Kim reçoit une alerte du système. Attention, bataille en cours à l'intérieur du donjon. Inquiet, il demande au système combien de temps il lui faudra pour rejoindre ses compagnons. Le système lui répond qu'il lui faudra 30 minutes à pied, car il est impossible de voler dans cette grotte semblable à un labyrinthique. Ce délai semble interminable pour Kim. Il active sa compétence et commence à détruire les parois de la grotte à une vitesse fulgurante, créant son propre chemin vers ses compagnons. Chaque coup de poing qu'il donne fait s'effondrer des parois entières, le propulsant à une vitesse bien plus rapide à travers la roche. Pendant ce temps, Yubin vient de se faire repousser par les deux monstres. Les deux groupes se font face, prêts à s'affronter de nouveau. Kim, quant à lui, approche rapidement. Il lui reste encore 1 minute avant de rejoindre ses amis. Yubin, malgré son épuisement, réattaque avec détermination. Le monstre brise la paroi de la grotte et lui envoie des débris, mais Yubin esquive avec une agilité surprenante et parvient à mutiler l'une des créatures. Cependant, l'autre monstre, profitant de l'ouverture, tente de le mordre. Yui, voyant le danger, rassemble le peu de mana qu'elle a pour lancer une attaque, permettant à Yubin de se replier juste à temps. Le monstre observe ses adversaires, impressionné par leur force. Il murmure dans leur langue. Ces humains sont plus forts que les précédents. Mais il n'y a jamais eu de survivants parmi ceux qui nous ont vus.
Yui et Yubin entendent le monstre continuer. Nous sommes les nouveaux humains, des êtres immortels. Nous avons fusionné avec quelque chose. C'est pour cela que nous avons cette force. Le monstre non blessé s'avance alors, déterminé à montrer sa vraie puissance. Il plante ses pattes dans les corps des deux autres et commence à les absorber. Yui est à court de mana. Yubin lui est presque épuisé. Le pire vient d'arriver. Les trois monstres fusionnent en une seule entité encore plus redoutable. Yubin, désespéré, demande à Yui de rassembler le peu de mana qu'il lui reste pour le renforcer une dernière fois. Elle accepte et utilise toute son énergie pour lui donner un dernier boost. « Je vais te montrer la puissance des premiers », déclare Yubin avec détermination, avant de s'élancer à nouveau. À cet instant, elle entend des explosions se rapprocher de plus en plus. La paroi de la grotte commence à se fissurer, avant d'être détruite par un coup puissant. Kim apparaît dans les débris, fonçant droit sur le monstre fusionné. Pris par surprise, le monstre n'a pas le temps de réagir avant de subir l'attaque foudroyante de Kim, provoquant une explosion massive. Lorsque la fumée se dissipe, Kim se tourne vers Yui et Yubin et leur demande s'ils vont bien. Le monstre fusionné a été complètement détruit, mais les morceaux de son corps continuent de bouger de manière erratique. Kim reçoit une alerte du système. De l'énergie de pierre de jour émane de cette créature inconnue. Bien que le monstre soit détruit, ces morceaux continuent de se déplacer, comme animés d'une énergie maléfique. Kim demande alors au système de l'absorber. Le système l'informe que, même si l'acte est dégoûtant, après l'absorption, la créature disparaîtra complètement. Après l'absorption du système, les fragments de la créature commencent à s'évaporer lentement avant de disparaître totalement. Kim reçoit alors une autre alerte du système. Énergie insuffisante pour débloquer une nouvelle capacité. Le système ajoute que s'il absorbe la pierre de jour qu'il possède déjà, cela suffira. Mais Kim refuse. Le système l'informe ensuite de la présence d'une énergie corrompue ainsi que le boss juste de l'autre côté du mur. Déterminé, Kim se dirige vers le mur et d'un coup puissant, le détruit, révélant la salle du boss. Yui et Yubin, malgré leur fatigue, le suivent de près. Dans la salle, le boss est allongé, agonisant. Le système informe Kim qu'il y a des fragments corrompus de pierre de jour dans le corps du boss. Il ajoute que si cette pierre est absorbée, le boss mourra et le donjon sera terminé. Cependant, quelque chose semble étrange. Le boss ne bouge pas, incapable de se battre, comme s'il attendait que quelqu'un mette fin à sa souffrance. Kim, curieux de comprendre la situation du boss, demande au système de lire les émotions de la créature. Le système perçoit un mélange complexe de colère, de tristesse, de peur et de résignation. Kim est surpris. Il est inhabituel qu'un monstre manifeste des émotions humaines. La reine des papillons de nuit, censée se trouver dans le donjon l'antre du papillon de nuit, est mortellement blessée et enchaînée dans un cercle magique au milieu de cette grotte étrange, entourée de créatures inconnues. Yui analyse les chaînes magiques et reconnaît des signes de manipulation magique de haut niveau, probablement de grade S. Ce qui intrigue encore plus, c'est l'état du corps du monstre. Il semble qu'on lui ait retiré des parties spécifiques, comme si quelqu'un menait des expériences sur elle. Il devient évident pour tous que ce donjon est artificiel, créé par quelqu'un, qui fait des expériences douteuses sur des monstres vivants. Kim, déterminé à mettre fin à cette situation, s'approche et demande au système d'absorber la créature. Une lumière intense jaillit au moment de l'absorption, et finalement, le monstre disparaît. Cependant, le cercle magique reste intact. Une fois le monstre éliminé, la sortie du donjon apparaît. Yubin, fixant Kim, mais Kim suggère qu'ils discutent de tout cela plus tard. Pour l'instant, il est crucial de sortir avant que quelque chose de plus dangereux ne se produise. Tout le monde acquiesce et ils se précipitent vers la sortie. À leur sortie, ils sont entourés par l'armée. Le lieutenant les informe qu'ils ont passé 2 mois à l'intérieur du donjon, alors que pour eux, seulement 3 jours s'étaient écoulés. Kim, perplexe, demande au système des explications. Le système répond qu'ils ont passé exactement 71 heures dans le donjon, mais que 1441 heures se sont écoulées à l'extérieur. Kim se souvient de l'effet de distorsion temporelle similaire à celui qu'il avait vécu dans la zone d'éveil. Le lieutenant leur demande de se rendre au laboratoire, où la première ministre va les rejoindre. Lorsqu'elle arrive, elle les félicite pour leur mission. Après avoir visionné les vidéos prises par Yui, elle demande à Yui et Yubin d'aller se reposer. Ils discuteront plus tard. Après leur départ, Kim remet la pierre de jour à la première ministre. Elle prend l'objet avec gratitude, expliquant que grâce à cette pierre, l'humanité fait un pas de plus vers la fin de cette crise. Elle lui sourit et ajoute que des personnes l'attendent dehors. Quand Kim sort, il remarque immédiatement un changement radical dans l'apparence de ces hommes qui l'attendent. Le système l'informe que tous ces hommes sont désormais éveillés en tant que joueurs. Leur visage, autrefois ordinaire, semble maintenant illuminé par une énergie nouvelle et puissante, leurs yeux brillants de détermination et de confiance.
Alors que Kim observe les hommes devant lui, le système commence à émettre une série d'erreurs inhabituelles. Le système l'informe que le pouvoir de ces hommes est différent de celui d'un joueur. Le système crée une nouvelle catégorie pour eux et mentionne que Kangui fait partie de cette catégorie. Tous ces hommes possèdent désormais le même pouvoir que Kangui. Kim se rend compte que ces hommes sont heureux de le revoir. Il leur dit alors qu'ils ont bien travaillé pendant son absence. Kangui a commencé à sauter de joie parce que Kim vient de le féliciter. Curieux de comprendre ce qui s'est passé, Kim se tourne vers le vice-capitaine et lui demande des explications. Le vice-capitaine prend une profonde inspiration et commence à raconter les événements. Pour cela, un retour en arrière s'impose après le départ de Kim. Peu après le départ de Kim, un nouveau donjon s'était ouvert. À la surprise générale, Kangui, avec ses compétences extraordinaires, réussit à terminer le donjon seul, sous les yeux ébahis du lieutenant-colonel et du vice-capitaine. Impressionné par la prouesse de Kangui, mais frustré de ne pas avoir pu participer, le vice-capitaine décide de surmonter sa réticence et d'aller demander directement à Kangui s'il pouvait leur enseigner son pouvoir. À sa grande surprise, Kangui accepte volontiers et va les entraîner. Il les fait courir jusqu'à la montagne. L'entraînement a lieu dans les montagnes, sous une cascade. Kangui pousse ces hommes à s'entraîner sans relâche, jour et nuit, les encourageant à dépasser leurs limites encore et encore. Ils travaillent durement, renforçant leur endurance, leur maîtrise des compétences et leur esprit d'équipe, jusqu'à atteindre le niveau de puissance actuel qu'ils possèdent. À la fin de l'explication, Kim, impressionné par leur dévouement et leur progrès, les félicite sincèrement. « J'ai toujours su que je pouvais compter sur vous », leur dit-il avec un sourire, ce qui illumine les visages de ces hommes de fierté et de satisfaction. Pendant ces 2 mois d'absence, non seulement son équipe a considérablement accru sa force, mais elle a aussi resserré ses liens, devenant plus unie et plus déterminée que jamais. Cependant, alors que Kim partage ce moment de camaraderie avec ces hommes ailleurs, dans une salle sombre, une silhouette masquée examine soigneusement des documents contenant des informations sur Yui Yubin et Kim Ki-bong. Les yeux de l'individu masqué brillent dans l'obscurité, et il semble comploter contre ces 3 personnes.